VOA Afrique. Heureux de m'installer à vos côtés pour un nouveau numéro de Washington Forum. Jacques Aristide avec vous. Nous braquons les projecteurs cette semaine sur les rendez-vous électoraux en Afrique et les inquiétudes et interrogations qu'ils suscitent. Du Congo-Brazzaville au Sénégal, en passant par le Rwanda et le Kenya, le calendrier des élections est plutôt chargé en cette année 2017. Après une période tout aussi riche l'an dernier, un marathon électoral non sans polémique. Qu'est-ce qui explique la contestation régulière des scrutins sur le continent ? Pourquoi un bon nombre d'Africains n'ont pas confiance dans les processus électoraux ? Que faire pour mettre un terme aux irrégularités et fraudes électorales ? Autant de questions que nous poserons à nos invités tout à l'heure. Bienvenue et mille merci pour votre fidélité à VOA Afrique. Des élections législatives, présidentielles ou encore municipales ont eu lieu ou vont se tenir dans pas moins de 25 pays africains en 2016-2017. Qu'en pensent les électeurs ? Eh bien, d'après le dernier sondage de l'Institut Afrobaromètre, seulement la moitié des Africains font confiance à leurs commissions électorales. Et beaucoup craignent des actes de violence et des pratiques frauduleuses lors des campagnes électorales. Abdourahmane Dia a décortiqué les résultats clés de cette enquête et nous propose ce compte-rendu. Les élections, source de tension en Afrique. La raison, le manque de confiance dans les processus électoraux dans beaucoup de pays. De l'inscription sur les listes électorales à la proclamation des résultats par les cours habilités, en passant par le vote et le comptage des voix, la classe politique a souvent du mal à parler le même langage. Résultat, les électeurs n'ont que très peu confiance en leurs systèmes électoraux. Et dans la plupart des cas, ce sont les commissions électorales chargées de l'organisation des élections qui cristallisent les frictions. Elles sont souvent soupçonnées de faire le jeu des régimes en place. Ces derniers accusent à leur tour les opposants d'être de mauvais perdants. Au Kenya, où les électeurs se rendent aux urnes dans quelques jours, seuls 46% des citoyens font confiance en leurs commissions. Et pourtant, dans beaucoup de pays, ces commissions dites indépendantes ou autonomes sont souvent le fruit de longues consultations de la classe politique et leur composition est censée être une représentation équilibrée de toutes les composantes de la société. Ces contestations de résultats débouchent souvent sur des violences qui ne sont pas sans conséquence sur la perception qu'ont les Africains de leurs processus électoraux. Au Nigeria, par exemple, 81% craignent des violences en période électorale. Quant à l'utilité de ces élections, le tableau est très mitigé. Si au Gabon, seuls 20% pensent que voter peut aider à se débarrasser d'un dirigeant incompétent, au Sénégal et au Ghana, 60 à 66% pensent que le bulletin de vote peut permettre de changer de dirigeant. Les auteurs de l'étude appellent à plus de réformes et à une plus grande transparence pour garantir des élections libres et équitables sur le continent. Abdourahmane Dia, merci bien Abdou. Nous allons maintenant tenter d'éplucher tout cela avec nos invités. À mes côtés, sur ce plateau ici à New York, l'historien et analyste politique Ngemi Yaalenghi. Via Skype de Connecticut, le sociologue Alfred Babo du département des études internationales de l'Université américaine de Fairfield, du studio de la VOA à Washington, Mohamed Kamara, professeur au département des études africaines à Howard University. Également de la capitale américaine, Jean-Claude Zamba, secrétaire général de l'Alliance pour la démocratie en Afrique centrale. Je voudrais d'emblée me tourner vers vous, justement Jean-Claude. Quels sont ces pays africains que vous considérez bons et mauvais élèves en matière d'élection et dites-nous pourquoi brièvement. Merci Jacques par rapport à cette invitation. Au niveau des pays, je pense, qui ont une bonne relation au niveau de la démocratie, nous citerons évidemment l'île Maurice en premier, nous avons le Botswana, la Namibie, nous avons le Lesotho, nous avons la Tanzanie. Et tout récemment, ces dernières 10 années, nous pouvons également y mettre à l'intérieur le Ghana, le Bénin. Et évidemment, ne pas oublier qu'il y a quand même au niveau de l'Afrique centrale, bon, de l'Afrique francophone, qui a vraiment pas mal montré l'exemple, c'est le Sénégal.
En 1981, le président Senghor a démissionné et nous avons eu une alternance au fur et à mesure des années. Et dernièrement, en 2012, avec Macky Sall qui a pris le pouvoir. Au terme de mauvais élèves, évidemment, nous regarderons au niveau de l'Afrique centrale en premier. Le cas du Congo-Brazza, le cas de la RDC, le cas du Gabon. Nous pouvons également y ajouter le cas du Burundi. Sont tant d'exemples, en fait, à regarder. Au niveau de l'Afrique de l'Ouest, bon, on verra un peu au niveau du Niger. Évidemment, ce qui s'est passé récemment avec la Gambie est un autre exemple. Donc, je listerai en fait ces pays-là dans les bons et mauvais élèves par rapport à ce que j'ai dit. Merci. D'accord. Mohamed Camara, à votre avis, pourquoi les scrutins, de même que leurs résultats, bien entendu, sont régulièrement contestés sur le continent? À mon avis, il y a au moins 5 grands facteurs qui déterminent cela. D'abord, il y a la prédominance des affiliations ethniques sur les programmes politiques des partis et aussi sur les projets de société des candidats, du fait que de ce fait, les électeurs s'affilient à tel ou tel candidat, à tel ou tel parti politique, sur des bases purement ethniques. Et donc, les résultats de telles élections deviennent pratiquement de facto mal vus et donc contestés. Deuxième facteur, c'est le manque d'éducation citoyenne au niveau des électeurs. Les partis politiques se voient simplement comme des instruments de conquête de pouvoir et ne s'emploient pas à promouvoir l'éducation citoyenne de leurs membres et de leurs responsables, de sorte que la violence et l'enthousiasme mal digérés donc caractérisent les scrutins électoraux un peu partout en Afrique. D'un autre côté, vous avez parlé des commissions électorales. Il y a un manque... Oui, je vais revenir là. Oui. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure, professeur. Alors, Alfred Babo, vous êtes l'auteur d'un article d'opinion plutôt provocateur publié dans Le Monde. Faut-il continuer d'organiser des élections présidentielles en Afrique? C'est le titre. Ça a dû choquer plus d'un défenseur de la démocratie en Afrique, j'imagine. Alors, résumez-nous rapidement les 3 points que vous mettez en avant pour soutenir votre argument. Alors, je peux aller dans le sens de l'auditeur qui vient, de l'invité qui vient à peine de parler. Et je dirais que je présenterai le dernier facteur qu'il a présenté comme l'un de mes premiers facteurs, c'est-à-dire ce que j'ai appelé l'inculture démocratique des classes politiques africaines. Et quand je parle d'inculture, c'est justement le fait que tous ces leaders politiques ou les partis politiques sont juste utilisés comme des instruments de conquête de pouvoir et ne participent pas à la formation démocratique de leurs militants. Résultat, beaucoup ne croient pas finalement aux résultats des urnes ou bien ne croient pas au fait que le bulletin en lui seul peut changer les choses ou bien on ne croit pas qu'une élection débouche sur 2 résultats, c'est-à-dire on peut perdre comme on peut gagner. Donc, ça, c'est un des premiers éléments que je développe dans mon papier. L'autre, c'est que je dis simplement que les élections en Afrique sont coûteuses. Quoi qu'on dise, pour des pays pauvres, elles sont très coûteuses. Et donc, la logique aurait voulu que le résultat de ces élections coûteuses apporte un petit peu de développement ou de bon vivre aux populations. Mais finalement, on organise ces élections coûteuses qui ne débouchent pas sur les résultats escomptés en termes de développement. Et pire, ce que ça produit, c'est des conflits, des violences et parfois un manque d'alternance puisque les régimes restent en place. Donc, regardez un peu l'histoire récente, vous allez voir que depuis 1990, tous ces régimes ont joué avec les éléments de la démocratie elle-même pour pouvoir rester au pouvoir. Donc, l'exemple de l'Afrique centrale est assez patent. Voilà. Et l'autre et dernier élément que je donne, c'est que si nous avons des violences, si nous avons une inculture démocratique, ça débouche effectivement sur des contestations qui ne finissent pas. Voilà. Donc, c'est pourquoi je pense que moi, il faut réformer le système.
des élections On présidentielles. en parlera tout à l'heure. On en parlera dans la deuxième partie, les solutions. Ngemiya Lengui, il y a certains observateurs qui parlent d'une certaine démarcation entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Pensez-vous effectivement qu'il y a des différences entre ces deux régions et comment les expliquez-vous? Moi, je dirais que la démarcation devait être plutôt entre les anciennes colonies françaises et les anciennes colonies anglaises. Ouais. Si vous remarquez en Afrique de l'Ouest, par exemple le Ghana, la Gambie, le Nigeria, les pays anglophones, il y a quand même une sorte de démocratie qui fonctionne normalement. Pendant que les anciennes colonies françaises, c'est là où nous avons des problèmes. Donc, en Afrique centrale, ça c'est un autre cas parce que, si nous parlons par exemple du centre de l'Afrique, il y a la RDC, il y a le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, le Congo-Brazzaville, c'est une ancienne colonie française, donc ça tombe dans le même paquet. Donc je dirais que dans les pays francophones, il y a un problème avec la démocratie. Ça, alors, on pourra en discuter quelles sont les raisons. Absolument. En fait, à l'Ouest, nous avons vu, par exemple, la fermeté de la CEDEAO sur Yahya Jammeh pour qu'il quitte le pouvoir en Gambie, n'est-ce pas? Alors que de l'autre côté, le président Pierre Nkurunziza du Burundi a, lui, eu le soutien d'un bloc régional au moins. En fait, il y a eu la médiation tanzanienne, si je ne m'abuse, envoyée par l'East African Community, a défendu sa légitimité. Et puis on l'a laissé. N'est-ce pas? Voilà. Alors, est-il également question du rôle que peuvent jouer les instances sous-régionales, Jean-Claude Zamba? Absolument. Je pense qu'il y a plusieurs approches par rapport à la réglementation de la démocratie. Et quand on regarde déjà, on arrive à sectionner en fait par rapport aux différentes régions. Vous avez au niveau du nord de l'Afrique, la Ligue arabe qui a eu beaucoup à dire par rapport aux conflits en Égypte ou en Libye. Au niveau de l'Afrique de l'Est, vous avez la même chose par rapport au Burundi et ce qui se passe au Sud-Soudan. Au niveau de l'Afrique de l'Ouest, vous avez également la CEDEAO. Mais au niveau de l'Afrique centrale, par exemple, vous avez la CEMAC qui a quand même été assez absent par rapport aux différents conflits. Le seul conflit où on a vraiment vu la CEMAC y mettre de tout son poids, c'est ce qui se passe en Centrafrique. Donc, nous pensons que les différentes organisations ont un rôle à jouer, notamment en commençant par l'ONU, en commençant par l'Union africaine, l'Union européenne. Maintenant, on va aller aux différentes régions, par exemple la CEMAC, et voir comment on peut utiliser pas mal de personnes qui sont en possibilité de faire quelque chose, d'avoir des discussions, des médiations dans ces pays-là. Mais je ne pense pas que les pays seuls pourront arriver à juguler les problèmes qui se posent à leur niveau. Mohamed Camara, très souvent nous voyons des partis d'opposition dans certains pays qui montent au créneau pour rejeter les résultats et réclamer l'annulation du vote. Parfois peut-être c'est trop facile de tomber sur les pouvoirs, sur les gouvernements du jour. Donc pensez-vous peut-être que certains parmi ces partis d'opposition qui font preuve de démagogie? Oui, effectivement, il y a des partis politiques qui font montre de démagogie parce que parfois les candidats malheureux n'ont pas le courage de reconnaître leur défaite légitime et ils cherchent à ne pas perdre leur base et donc accusent toutes les institutions qui malheureusement manquent d'intégrité et de liberté, que ce soit les cours constitutionnels ou autres, les commissions électorales. Donc quand vous avez le bas qui blesse un peu partout, il y a là quand même une certaine raison pour ou en tout cas une raison perçue par ces partis politiques de monter au créneau, même si ils ont perdu légitimement. Mais dans certains cas, par exemple, il y a bien une raison pour ces partis-là de se plaindre quand c'est évident, quand c'est prouvé qu'il y a eu fraude électorale à tous les niveaux. Non, certainement, très souvent, ils ont raison, mais parfois, il nous faut faire l'avocat du diable, n'est-ce pas? Alors justement, parlant de l'avocat du diable, en ce moment, les yeux sont rivés sur la République démocratique du Congo. Le pays se prépare à un nouveau report de la présidentielle, mais les Congolais veulent les élections. Nous le voyons d'ailleurs cette semaine. Les Congolais continuent de descendre dans la rue. Comment toute cette situation va-t-elle se terminer, d'après vous, Ngemiya Lengui?
Mais moi, je crois que la RDC, le Congo, Kinshasa, c'est un cas vraiment sans précédent. C'est un cas spécial. Parce que ce qui se passe au Congo, ça ne s'est jamais passé. Ouais. C'est pour cela qu'aujourd'hui, même au Conseil de sécurité, l'ambassadrice des États-Unis est montée au créneau que ça doit prendre fin. Pourquoi? Parce que la personne qu'on appelle Joseph Kabila, qui est là depuis 2001 au moins, ne veut pas organiser les élections. Donc, c'est pour cela que c'est un problème. Si les gens ne se rendent pas compte de ce qui se passe réellement, je me suis étonné, je suivais les débats au Parlement européen. Il y a un Français, Jean-Luc Schaffhauser, oui. Du nord de la France, qui est monté au créneau et qui a dit ce que Colette Brackman du soir de la Belgique avait dit en 2001. Il y a aussi Honoré Ngwanda Nzambo, l'ancien chef de renseignement du Congo qui est maintenant en exil en France, en Europe, l'avait dit. Oui. Il y a Karel de Gucht, l'ancien ministre des Affaires étrangères de la Belgique, qui l'a dit en 2005. Il y a Peter Verlinden, un journaliste belge de la TV flamande VRT. Oui. Et finalement, il y a François-Michel Gonod, le Français, qui aussi l'a dit en 2012, qu'ils ont découvert que Joseph Kabila, c'est un Rwandais, qu'il n'est pas Congolais. Bon. Et il vient de dire ça, c'est tout un débat. Mais en fait, ce que je voudrais vous demander, donc, oui. Quand Kinshasa invoque le problème de sécurité, c'est justement ça. Vous dites que c'est un prétexte. Non, c'est un prétexte. Oui. C'est le député européen qui vient de le dire. Il a dit que d'ailleurs, c'est pour cela qu'on continue de tuer les gens au Congo, par exemple au Kasaï, et les Nations Unies viennent de découvrir 80 fausses communes dans seulement la région du Kasaï. Alors ils disent qu'il faut qu'ils traitent ce problème de savoir pourquoi ça continue comme ça. Et c'est question d'infiltration, d'occupation, d'identité ou quoi que ce soit. Sinon, le cas du Congo, de la RDC, c'est un cas vraiment à part. Alors, les Nations Unies sont tentées de s'en occuper. Certainement, on cherchera les commentaires de Kinshasa là-dessus. Je vous propose maintenant des nombreux commentaires postés sur la page Facebook de VOA Afrique. Teadoum Hossana Killer, Mundu Tchad. En Afrique, les échéances électorales sont juste une tromperie. Tout le monde sait d'avance les résultats. Les dirigeants au pouvoir gagnent souvent les élections. Cela démotive le peuple. Et Alphonse Gongolou, Mouene Ditou RDC, les Africains perdent confiance en leurs processus électoraux car leur volonté exprimée dans les urnes n'est toujours pas respectée. Ouais. Et voilà. N'allez nulle part ailleurs, Washington Forum revient après cette courte pause. Vous et nous, c'est votre émission. Une émission qui parle de vous, mais aussi de nous. Un nouveau regard sur l'Afrique et les États-Unis. Tout ce qui nous passionne et donc nous rapproche. Racontez-nous vos histoires. Et nous vous raconterons les nôtres. Vies africaines. Vie américaine. Vous et nous, c'est ce que nous avons en commun. Et aussi ce que nous apprenons les uns des autres. La vie. Vous et nous. Vous et nous. Ensemble. Jacques Aristide, de retour avec vous dans Washington Forum. Nous parlons de la très faible confiance des Africains dans leurs élections. Pourquoi ce manque de confiance? C'est la question que VOA Afrique a posée dans ce micro-trottoir réalisé en Côte d'Ivoire. Je pense que les Africains n'ont pas confiance en leur système électoral parce que d'abord, c'est des jeux qui sont déjà joués depuis longtemps. Hein. Voilà, je pense que l'Occident a déjà mis la main dessus, surtout quand c'est au niveau international. Quand c'est au niveau suprême, je parle de la magistrature suprême, voilà, de la présidence. On a l'impression qu'ils ont déjà un pouvoir qu'ils veulent imposer. Quand on fait des élections, on met des personnes qui sont crédibles, qui pensent à la population, qui sont indépendants, voilà, et qui pensent aussi au bien-être du pays. Et quand, comme cela, je pense qu'on va éviter beaucoup de choses. Voilà, on n'a pas confiance en notre système électoral parce que ça n'existe pas. Le système électoral en Afrique n'est pas indépendant. Le président qui est en place ne veut pas partir. Il prend ses propres amis, ses propres connaissances, des gars qui peuvent lui donner un nouveau mandat, il les met dans le système électoral. Donc le système électoral n'existe pas. Lorsque les élections ont démarré, c'est l'ère démocratique. Et donc, il fallait élaborer des textes fondamentaux, il fallait rédiger des constitutions. Là encore, c'était des problèmes.
celui qui est là essaie de rédiger des textes en sa faveur. Ensuite, il fallait encore rédiger le code électoral. C'est la même chose. Il fallait établir la liste électorale. Les listes électorales aussi sont bâties en fonction, disons, pour arranger celui qui est là. Des Ivoiriens au micro de VOA Afrique. Et nous retrouvons nos invités sur ce plateau à New York, l'historien et analyste politique Ngemiya Alenghi, de Connecticut, l'analyste politique Alfred Babo, du studio de la VOA à Washington, Mohamed Kamara, du département des études africaines à Howard University. À ses côtés, Jean-Claude Zamba, secrétaire général de l'Alliance pour la démocratie en Afrique centrale. Voilà, pour revenir sur l'étude d'Afrobaromètre, elle indique que beaucoup d'Africains ne font pas du tout confiance à leur commission électorale. On en parlait un petit peu tout à l'heure dans la première partie. Jean-Claude Zamba, comment peut-on rectifier le tir ? Je pense qu'il y a plusieurs éléments. La première des choses, c'est d'abord que les gens arrivent à se rendre compte que leur vote compte. Et je pense que quand vous regardez dans un pays, généralement un pays non démocratique, vous vous rendrez compte que la majorité des votes ou des choix qui sont faits par le haut, c'est-à-dire par les leaders politiques. À aucun moment on ne donne, par exemple, au peuple la possibilité d'élire ses gouverneurs. Même au niveau de la députation, vous avez toujours le parti, vous savez encore d'en haut, qui fait le choix de qui va représenter en fait ce parti dans certaines circonscriptions. Donc moi je pense que, comme disait mon confrère ici Mohamed, vous avez le côté éducation. Il faut éduquer les populations sur leurs droits civiques. Vous vous rendez compte que c'est quand les gens arrivent seulement à la faculté de droit dans certaines universités de nos pays qu'ils commencent à comprendre en fait c'est quoi leurs droits. Alors que ce serait plutôt à la base, que ce soit au niveau de l'enseignement, je dirais au lycée, on devrait commencer déjà à donner aux gens la compréhension de leurs droits et la possibilité déjà à certains niveaux de responsabilité que ce peuple puisse se rendre compte que leur voix compte. Donc je pense l'élection des maires, l'élection des gouverneurs, l'élection au niveau de la députation, le choix des personnes qui doivent les représenter dans différents organismes. Au moment où ce peuple se rendra compte effectivement que son vote compte, ce peuple commencera à prendre conscience de la force que ce peuple a. Également, vous avez le côté justice. Oui. Si la justice n'est pas équitable, vous vous rendrez compte que lorsqu'on vole mon vote et que je n'ai pas la possibilité, alors que le vote, quelque part, c'est un droit, c'est un droit de l'homme, c'est un droit, ce n'est pas un privilège, c'est un droit. Alors quand on vole mon droit et que j'essaie de me plaindre au niveau soit de la Cour constitutionnelle ou des différentes justices, et qu'on me dit je n'ai rien à dire, vous vous rendrez compte que le système, comme disait Dr Yelenghi, est formaté en fait pour utiliser ces organes démocratiques à leur avantage. Oui, d'accord. Mohamed Kamara, vous-même, tout à l'heure, vous avez évoqué le Sénégal. La Commission électorale nationale autonome, la Sénat sénégalaise, est-elle l'exemple à suivre ? Je dirais oui, parmi d'autres. La Sénat au Sénégal a fait montre beaucoup de fois d'intégrité citoyenne et de professionnalisme. Et je crois que cela est surtout fondé sur la représentativité de la population, des différentes forces politiques en jeu au niveau du système de fonctionnement de la Sénat, parce que vous verrez au Sénégal, l'éducation citoyenne dont a parlé mon collègue tout à l'heure est une plateforme très importante où les organisations religieuses, les organisations de société civile, les partis politiques, les agences d'État, les institutions de l'État elles-mêmes participent à l'éducation des citoyens. Et donc la Sénat n'a aucun choix sinon que d'obéir à la loi et d'obéir à la citoyenneté sénégalaise. D'accord. Alfred Babo, le temps passe très vite malheureusement. Alors vous écrivez donc qu'il faut remettre en question le modèle politique imposé par l'Occident, trop coûteux en argent et en vie. Que proposez-vous à la place? Brièvement. Oui, je dirais d'abord que je pense que là où les processus sont plus ou moins parfaits, les exemples ont été cités tout à l'heure, là où ça marche, je pense que ce sont des éléments
tels que la société civile aujourd'hui, qui sont les garde-fous, qui sont ceux qui veillent à l'évolution positive du processus, de sorte qu'on débouche sur une véritable consolidation de la démocratie dans ces pays. Mais là où ça ne marche pas, moi je dis qu'il faut retourner simplement à l'origine des commissions électorales. Les commissions électorales sont nées dans un système, dans une époque où on avait besoin d'organes transitoires. Donc à l'origine, les commissions électorales étaient des organes de transition et qui n'avaient pas vocation à perdurer. Donc pour moi, l'une des solutions radicales vers lesquelles moi je vais, je dis simplement qu'il faut se débarrasser des commissions électorales. Elles ne sont même pas indépendantes d'ailleurs. Ah bon. Donc en plus, elles comprennent... Peut-être il faudra faire tout un débat là-dessus. Oui. Malheureusement, elles intègrent les candidats. D'accord. Donc, on peut être candidat et juge et parti. Je vais m'adresser maintenant. Oui, professeur Babo, malheureusement, Ngemi Yalengui, des élections transparentes et justes sont évidemment le gage d'un système démocratique. Alors, comment imaginez-vous un système idéal adapté à nos sociétés africaines? Voilà. Et Barack Obama avait dit aux Africains, quand il est passé à Accra au Ghana, il a dit que l'Afrique a besoin des institutions fortes, mais pas besoin des hommes forts. Le peuple africain sait ce qu'il a besoin, c'est donc ce qu'il a besoin. Il connaît ses droits. Voilà. Donc l'Afrique a besoin des institutions fortes. Malheureusement, ces dictateurs, ces gens qui se pérennisent au pouvoir pendant des trentaines d'années, et en collaboration avec ceux qui les supportent, par exemple en Europe ou en Asie ou aux États-Unis, on les laisse se pérenniser au pouvoir. Donc l'Afrique a besoin des institutions fortes, pas des hommes forts. Voilà, ça c'est ce qui doit changer en Afrique. D'accord. Alors, rapidement, on va proposer 2 autres commentaires Facebook à nos téléspectateurs. Hassan Omar Boulale Gash, Djibouti. Les élections en Afrique sont souvent des moyens pour tromper la communauté internationale et faire un semblant de démocratie. Pour y remédier, en fait, il dit qu'il faut un changement de la mentalité de nos concitoyens et une pression palpable sur nos politiques africains. En premier lieu, il faut geler les avoirs et restreindre les voyages. Et Jean-Claude Tsendrebeugo, Ouagadougou, Burkina Faso, nos dirigeants africains ont très mal interprété les systèmes électoraux occidentaux en leur faveur. Beaucoup d'élections en Afrique sont influencées par certains présidents occidentaux. Et voilà, vous partagez cet avis, Yalengui? Exactement. Et voilà, donc alors, pour terminer très rapidement, et Jean-Claude, donc vous pensez qu'il y a des solutions qui sont là et s'il y a une certaine volonté, éventuellement on peut vraiment faire quelque chose pour donner aux Africains plus de confiance dans la transparence et la légitimité de leur scrutin? Absolument. Quand je regarde la nouvelle constitution du Ghana ou du Kenya, le Ghana a utilisé la constitution de 1957, 1960, 69, 79 pour remettre en fait la légitimité, la souveraineté du pays au peuple. Donc c'est ce que le peuple décide en fait qui va. Et je pense que l'éducation du peuple, pour que ce peuple se rende compte de son pouvoir au niveau d'une élection, est très importante. Deuxièmement, je pense la société civile a une place très importante. Et lorsque vous regardez dans certains pays, vous regardez comment est traitée la société civile, vous vous rendrez compte si ce pays est soit démocratique ou pas démocratique. L'autre élément, c'est le 4e pouvoir, donc l'accès aux médias. Si les sociétés civiles, les partis de l'opposition n'ont pas le même accès aux médias que par exemple la majorité présidentielle, vous vous rendrez compte que les dés sont déjà joués. Donc l'accès aux médias, qui est le 4e pouvoir, est très important. L'éducation du peuple, mais s'assurer aujourd'hui, je suis souvent étonné avec toutes les technologies qui existent, qu'on ne puisse pas mettre en place des systèmes d'élection qui soient vraiment non seulement transparentes, mais sécurisées. C'est très possible. Donc vous vous rendez compte que c'est juste une volonté. Jean-Claude, c'est vous qui mettez point final à ce Washington Forum. Un grand merci à nos invités, merci à nos collègues de Washington et New York, et bien évidemment, merci à vous, chers amis fidèles de la VOA. Merci de nous avoir accueillis chez vous une fois encore cette semaine. C'était Jacques Aristide. Je vous dis à très bientôt. Take care.